Ce que je sais. Ce que je sais est une émission débat sur Radio Lomé. Une opportunité de s'instruire sur un sujet de développement, d'actualité et bien d'autres avec un spécialiste. Ce que je sais. Théophile Dandakou. Madame, Monsieur, bonjour. Les entreprises qui ouvrent au Togo et durent dans le temps se comptent au bout des doigts. Pourquoi cela et comment y remédier? L'une des mesures préventives et palliatives du gouvernement est d'animer cette émission avec les plus hautes autorités du monde économique, commercial, industriel et agricole pour d'abord faire le diagnostic et ensuite partager les expériences. Le résultat est de promouvoir les petites et moyennes entreprises au Togo. Nous recevons pour cela M. Otou Edole. M. Otou, bonjour. Bonjour, M. Théophile. Vous êtes ingénieur en génie civil, diplômé de Haute École commerciale de Paris. Vous êtes à la tête d'une entreprise prospère qui fait du bâtiment et travaux publics BTP. Vous avez participé, entre autres, à la rénovation du palais des congrès de Lomé et à le faire rayonner à nouveau. Racontez-nous un peu votre propre histoire. Alors, merci, M. Théophile. Tout le plaisir est pour moi de me retrouver aujourd'hui dans cette émission. Tout l'honneur est pour moi. Alors, je suis Kodjo Aïdoutou à l'état civil. Je suis jeune Togolais, africain, passionné par l'innovation, par l'architecture, par les infrastructures et surtout par l'impact que toutes ces passions peuvent avoir sur notre société. Je suis ingénieur génie civil de formation à la base. J'ai fait mes études ici au Togo en génie civil, précisément à l'école Formatec, à l'université Formatec. Et plus tard, c'est vrai que j'ai continué à HEC de Paris. Mais disons que je suis aujourd'hui le prototype parfait du Togolais qui cherche à changer le narratif de la jeunesse togolaise. Et à travers mes différentes participations sur des projets en tant que chef projet, directeur de travaux, j'ai été employé dans certaines entreprises nationales et internationales, que ce soit sur le territoire togolais ou dans la sous-région ouest africaine. Mais après, je me suis lancé en 2015 en entrepreneuriat, où j'ai créé plusieurs sociétés, dont la plus prospère aujourd'hui se nomme Edole Africa, qui veut dire il y a du travail en Afrique, sinon il y a du travail au Togo pour commencer. Et à travers cette jeune société qui est dans sa 5e année, qui est aussi implantée dans 2 autres pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment la Côte d'Ivoire et le Bénin, nous sommes arrivés quand même à apporter un impact assez significatif dans le secteur de la construction en mettant en place un système numérique qui vient appuyer, digitaliser le secteur de la construction. Voilà un peu. Alors, quand je vois votre parcours, je suis tenté de vous poser une question. Pour réussir dans son entreprise, devons-nous tous faire d'aussi grandes écoles? Quelle est la place de ceux qui n'ont pas eu la même opportunité? HEC de Paris, c'est aujourd'hui l'une des écoles les plus prestigieuses parlant de commerce et de management au monde. Et non, je dirais pas du tout. On n'est pas obligé de passer par de grandes écoles. Et je crois d'ailleurs que, comme je l'ai dit tantôt dans la première question, je suis un produit togolais, pur d'une université togolaise, avant de me renforcer avec HEC de Paris. Alors, est-ce qu'on a besoin forcément de faire de grandes études? Non, je pense que je connais des entrepreneurs de renom qui n'ont pas forcément fait de grandes écoles, mais aujourd'hui qui sont à la tête de grands groupes. Mais après, c'est qu'il faut savoir s'entourer. Lorsque on sait que on peut
on veut arriver loin. On dit qui veut aller loin ménage sa monture. Donc, il est très important de s'outiller, de se donner les moyens qu'il faut. Lorsqu'on sait qu'on n'a pas fait de grandes écoles et que son entreprise nécessite d'avoir des compétences issues de grandes écoles, il faut savoir s'entourer de ces personnes. Donc, moi, HEC m'a donné de vrais outils aujourd'hui en stratégie, puisque c'est le module que j'ai fait à HEC, c'est la stratégie d'entreprise et le management. Déjà, mon entreprise, Edole Africa, a commencé par grandir. Nous avons commencé par nous étendre sur 2 autres pays. Donc, l'entreprise a commencé par grandir. Il fallait harmoniser le système de gouvernance. Il fallait être surtout toujours apte à pouvoir continuer dans la croissance. Donc, c'est pour ça que nous avons décidé que je puisse faire ces études à HEC de Paris. Alors, sur le terrain, la petite et moyenne entreprise, PME, fait face à de nombreux défis. Les entreprises se créent tous les jours, mais celles qui passent le cap des 3 ans se comptent au bout des doigts. Quel est votre diagnostic sur cette question? Pourquoi un taux de mortalité aussi élevé? C'est quoi, au juste, le secret de votre réussite? Ah, merci. Bon, je suis honoré quand on parle de réussite déjà pour, en tout cas, l'ensemble du groupe Edole Africa aujourd'hui. Nous, on se dit qu'on est encore loin de la réussite, mais si cela peut être appelé réussite, donc je dirais que à la base, il faut avoir une vision très claire. Parce que la plupart des problèmes que moi je peux dire à mon avis, c'est que la plupart des entreprises se considèrent juste comme des entreprises artisanales, les PME surtout. À la base, on n'a pas de vision très claire, on n'a pas de grandes ambitions. Et comme je l'ai dit tantôt, qui veut aller loin ménage sa monture. Donc déjà, nous, aujourd'hui, il y a des outils qu'on a commencé par acquérir. Ce n'est pas aujourd'hui pour l'usage forcément d'aujourd'hui, mais c'est pour les 10 prochaines années. Donc, je crois qu'il y a un problème de structuration au niveau de beaucoup d'entreprises, il y a un problème de gouvernance, il y a un problème de compétences qui se pose au niveau de beaucoup de PME. Beaucoup de PME aujourd'hui ne mettent pas en place une structuration assez adéquate pour pouvoir leur permettre d'être compétitifs toujours. Donc, ce qui fait que lorsque on se retrouve face à beaucoup de défis, tout de suite, l'échec ou bien la faillite tape à notre porte. Donc, il y a un réel problème de management, de structuration, de compétences qui se posent au niveau des PME et c'est ce qui, selon moi, crée la faillite de beaucoup d'entreprises à leur début. Alors, parlez-nous un peu de votre secteur qui me semble résumer parfaitement la problématique. Il y a quelques années, on a vu émerger de véritables champions dans votre secteur, des entreprises nationales. Il y en avait 4 ou 5 qui se sont particulièrement distinguées, qui ont fait de très belles choses. Mais aujourd'hui, sur nos chantiers, les entreprises qu'on voit le plus, c'est Ebomaf, c'est Surubat, c'est Porteo. On parle aussi de PFO, des entreprises chinoises. Alors, quel état des lieux faites-vous de cette situation, de ce secteur, de votre secteur précisément, et pourquoi tant de casse? Merci pour la question. C'est une question existentielle et d'actualité chez nous, dans notre écosystème entrepreneurial et également l'écosystème de la construction. Aujourd'hui, toutes ces entreprises que vous avez citées sont des entreprises étrangères et ce n'est pas pour nous une fierté. C'est vrai que nous, aujourd'hui, en tant qu'entreprise togolaise, aujourd'hui, nous sommes sur le marché ivoirien, sur le marché béninois. L'UEMOA ou bien l'Afrique, c'est un marché commun, sinon la ZLECAf n'existerait pas. C'est bien de pouvoir permettre de lever certaines barrières pour permettre aux entreprises étrangères de pouvoir venir et compétir sur notre territoire. Mais après, je pense qu'il est très important de mettre en place un système pour faire la promotion des entreprises locales. Jadis, nous avons connu de grandes entreprises, les 5, comme vous l'avez dit, Centro, GR, et bien d'autres, Midnight Zone, Seco, etc., qui ne sont plus là aujourd'hui. Mais je crois que, à mon avis, il y a un problème. D'abord, comme je le dis, il y a un problème d'ambition au départ. Est-ce qu'on ambitionne créer une entreprise intergénérationnelle?
Est-ce qu'on a envie de faire 100 ans comme les entreprises comme on voit sur les entreprises européennes, 200 ans? Est-ce que la vision au départ, c'était ça? Il y a une question à se poser là. Après, lorsqu'on commence et qu'on se rend compte qu'on n'est plus une PME et que on commence par... les BTP, c'est un secteur où les montants des marchés sont colossaux, sont très élevés. Donc, il arrive à un moment où on a beaucoup d'entrées, beaucoup de flux financiers. Est-ce qu'on a entend améliorer son système de gouvernance? Est-ce on a mis en place une structuration qui nous permet de gérer tout ce flux? Donc, c'est des problématiques réelles et essentielles chez les entreprises. Mais après, s'ensuit quoi? S'ensuit aussi le problème de transmission générationnelle. Parce que moi, pour avoir été dans certaines de ces entreprises que vous avez citées en tant qu'ingénieur, je pense que le problème, le réel problème, le gaps, ou bien la casse s'est posée lorsque le premier dirigeant, ou bien le fondateur de l'entreprise qui a été le premier dirigeant sur les 20 premières années, sur les 30 premières années, lorsqu'il a pris de l'âge et qu'il devait quitter, comment est-ce qu'il transmet ça? À qui est-ce qu'il transmet? Est-ce que l'équipe a été préparée suffisamment? Est-ce qu'une stratégie de transmission? Je pense qu'il y a un problème à ce niveau et la plupart de nos grandes entreprises n'ont pas pu passer ce cap. Et aujourd'hui, nous avons malheureusement, ou bien heureusement, je dirais, des entreprises étrangères qui sont là en train de compétir avec nous. Mais ce n'est pas fini. Je pense que il y a plein de petites entreprises, PME aujourd'hui, qui sont entre l'étape entre petites entreprises et grandes entreprises qui sont en train de migrer vers l'étape de grandes entreprises. Et pour moi, c'est de lancer un appel vers ces entreprises, de vraiment regarder ce côté où il faut améliorer la gouvernance, préparer la transmission intergénérationnelle. Alors, comment alors inverser la tendance? Quel message avez-vous pour les petites et moyennes entreprises qui vous écoutent en ce moment? Quels sont les facteurs clés de succès d'une entreprise et spécifiquement, que diriez-vous aux acteurs du secteur des BTP qui vous écoutent en ce moment? Oui, déjà, de mon point de vue, au niveau dans le secteur de la construction, beaucoup d'entreprises, malgré que je venais de le dire que c'est d'énormes flux financiers, c'est d'énormes montants, beaucoup d'entreprises dans le secteur de la construction ne mettent pas en place de stratégies de croissance, des stratégies d'évolution. Je le dis comme ça. Elles font quoi? Elles créent juste une petite équipe, on met en place une petite structuration, on commence par soumissionner pour les marchés, on fait du lobbying pour avoir des marchés, on trouve le moyen, tant bien que mal, de les exécuter, de se faire payer. Et c'est tout, la stratégie s'arrête là. Et je pense que la plupart de ces entreprises ne se considèrent pas autant comme des entreprises qui vont traverser les générations. Elles se considèrent juste comme un outil pour avoir de l'argent, peut-être, je me dis. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est qu'il faut que les entreprises dans le secteur de la construction commencent par mettre en place des stratégies. Et c'est ce que moi, je suis parti apprendre à HEC de Paris. Comment est-ce qu'on met en place une stratégie de croissance? Comment est-ce qu'on met en place une stratégie pour traverser des générations? Donc, les entreprises doivent se doter de compétences qui traversent. On peut être fondateur d'une entreprise et gérant d'une entreprise ou bien directeur général d'une entreprise, mais ne pas avoir forcément les compétences pour élaborer et développer une stratégie d'entreprise. Donc, dans ce cas, il faut s'entourer de personnes qui peuvent mettre en place une stratégie d'entreprise. Et après la stratégie, forcément, comme je le dis, il faudrait une vision claire. D'abord, la stratégie émane de la vision. Donc, lorsqu'on a une vision claire, ça nous permet de dire, comme je veux aller à 100 ans, 200 ans, il me faut trouver cette compétence, il me faut trouver telle personne pour pouvoir élaborer une stratégie qui me permettra de pouvoir de traverser cette génération. Donc, c'est la première astuce. Mais après, il faudrait que nous, les entreprises de BTP, on apprenne à nous renforcer. Et dans le secteur de la construction, je dis, c'est une chose d'être ingénieur génie civil et c'est une autre d'être dirigeant d'une entreprise de génie civil, d'être directeur d'une entreprise de génie civil. Donc, lorsque on a les compétences requises pour être un bon ingénieur, après, c'est très important aussi de pouvoir se renforcer
et pour pouvoir être un stratège d'entreprise. Et c'est ce que moi j'ai fait. Et c'est ce que je recommande à mes confrères dans le secteur de la construction pour pouvoir renverser un peu la tendance. Alors, vous qui nous suivez depuis votre maison, vous pouvez nous contacter sur les numéros traditionnels du Radio Lomé, dont le 22 22 1716. Nous sommes en train de recevoir Monsieur Otu Edole. Il est ingénieur en génie civil, diplômé de HEC. Alors, Monsieur Otu, entre autres difficultés, les PME au Togo évoquent généralement un accès limité au financement bancaire, à la commande publique et très peu d'interaction avec les grandes entreprises. À votre avis, quels sont les freins et défis à la croissance et au développement des PME? Bon, le problème de financement, c'est un problème existentiel, circulaire au niveau de toutes les entreprises. Le problème d'accès à la commande publique, oui. Et je salue d'ailleurs l'initiative du chef de l'État qui a été mis en place depuis, je pense depuis 2018, je crois, où progressivement, il y avait 20% des marchés qui étaient dédiés aux jeunes et femmes entrepreneurs, et aujourd'hui qui est passé à 25%, selon mes enquêtes et mes informations. Je salue l'initiative qui a permis qui a permis à beaucoup de jeunes entreprises d'éclore et d'avoir accès à la commande publique. On a démocratisé un peu la commande publique et c'est une initiative louable, à saluer. Maintenant, après, on parle de collaboration, de partenariat entre grandes entreprises et PME qui est inexistant, oui. Je pense que lorsque on crée une entreprise, les grandes entreprises aujourd'hui, quand elles existent, elles ont une feuille de route, elles ont un calendrier et la première des choses qui permet à une entreprise de perdurer dans le temps, c'est de faire du chiffre et de faire des marges. Donc, c'est leur objectif premier. Maintenant, après, est-ce que ces entreprises arrivent à structurer leur temps de sorte à pouvoir travailler ou bien collaborer avec les PME? C'est difficile et c'est une question sur laquelle nous, on travaille aujourd'hui. Je rappelle que je suis membre fondateur de beaucoup d'associations de jeunes entrepreneurs, de PME. Je milite dans 3 au moins, où je suis soit membre fondateur ou bien je suis membre du bureau exécutif. Et c'est des questions sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui pour pouvoir créer un cadre où les PME vont pouvoir collaborer avec les grandes entreprises. Il y a déjà ce que la JET a mis en place aujourd'hui qui s'appelle le coaching avec le patronat et tout, qui aide déjà la plupart des entreprises que moi-même j'ai eu à faire. Donc je pense que ces aspects sont des aspects sur lesquels nous devons travailler et pour pouvoir permettre. Maintenant, après, est-ce que les entreprises, les PME, moi, pour avoir été patron de PME, de plusieurs PME, l'un des problèmes, c'est que nous n'avons pas de documentation fiable. Nous n'avons pas d'état financier fiable. Donc, lorsque nos états financiers ne sont pas fiables, donc la question de la compétence se pose encore. Est-ce que nous avons les bons experts comptables? Est-ce que nous faisons ce qu'il faut? Donc, lorsque le moment vient pour lever des fonds ou bien pour aller vers une banque parce qu'on a un marché, la banque se rend compte que on n'a pas de documentation fiable qui puisse nous permettre d'avoir le crédit. Donc, c'est des aspects sur lesquels nous devons travailler et surtout, la question de la compétence est encore interpellée ici. Quand on n'a pas une compétence, il faut savoir s'entourer des compétences dont on a besoin pour passer d'un palier à un autre. Voilà. Et en quelques mots, pour faire face à ces défis dont le manque de documents fiables, que doivent faire les entreprises et que doit faire l'État pour les PME en général et pour les startups en particulier? Bon, l'État, aujourd'hui, c'est un travail progressif. L'État a mis en place plusieurs programmes dont, je pense, ce cadre, même le cadre de concertation, secteur public et privé. Et également, aujourd'hui, je pense qu'au niveau du ministère de l'Investissement, il y a avec la PIZF, il y a des programmes d'incitation fiscale qui sont mis en place.
Et aussi, chez nous à Edolé, nous avons eu la grâce de profiter à aussi un programme du ministère du Développement à la base qui permettait aux entreprises de pouvoir lever entre 50 millions et 150 millions sans mettre une garantie hypothèque parce que c'est l'un des problèmes que la plupart des entreprises ont. Lorsque vous avez un marché ou bien lorsque vous avez un projet que vous devez financer, la banque vous demande une hypothèque pour garantir votre crédit. Et généralement, les patrons de PME, ce ne sont pas des gens nantis. Donc, conséquence, soit il faut aller faire une location de titre, mais qui est dangereux pour moi selon mes expériences, ou bien vous n'avez pas le crédit. Donc, aujourd'hui, le ministère de Développement à la base a mis en place un système où, pas à travers le FAES, qui est le bras opérationnel du ministère, le FAES, le FAES prend le temps de regarder que votre dossier est bancable, le FAES devient votre caution et vous n'avez plus à mettre une hypothèque. Donc, c'est déjà des mesures que je salue. Mais après, moi, je demanderais peut-être que l'État, parce qu'aujourd'hui, pour les programmes dont j'ai cité, par exemple, c'est parce que nous avons été peut-être très habiles, nous avons profité de cela. Mais combien d'entrepreneurs arrivent à profiter de cela? Je pense que c'est très peu. Donc, ma recommandation serait quand même ou bien ma demande, ma suggestion plutôt serait quand même que l'État puisse encore étendre la fourchette de tous ces programmes pour que beaucoup plus d'entrepreneurs, de patrons de PME puissent profiter de cela. Et au niveau des entrepreneurs, il faut intégrer les associations pragmatiques, les regroupements d'entrepreneurs qui ont déjà, parce que il y a une problématique d'information et de formation qui se pose généralement. C'est les deux, la formation et l'information. Donc, soit les gens ne sont pas bien formés, donc la question de la compétence dont je parle, soit les gens n'ont pas l'information qu'il faut et ils vont ailleurs. Donc, il faut, lorsqu'on intègre les regroupements d'entrepreneurs pragmatiques qui sont efficaces, on arrive à lever cette problématique de formation parce qu'il y a des formations dans la plupart de ces associations qui sont disponibles pour les membres. Et il y a aussi l'information en temps réel parce qu'il y a des devanciers qui ont déjà profité des programmes et des associations existants déjà. Donc parfois, on a un business plan bancable, on a des prédispositions bancables, mais on n'a pas l'information d'existence d'une disposition étatique qui permet de lever des fonds. Donc, on va demander à cette PME de se rapprocher de regroupements d'entrepreneurs qui sont en train de faire déjà quelque chose. Vous pouvez continuer à nous contacter pour comprendre davantage ce qui fait que les entreprises, les PME au Togo ouvrent mais ne durent pas et comment promouvoir l'entreprise au Togo. C'est l'une des préoccupations pour laquelle nous avons invité le président directeur général, M. Koyo Ed Otou. Il est surtout PDG de Edolé, ingénieur en génie civil, diplômé de HEC. Alors, M. Etou, auriez-vous quelques bonnes pratiques à partager? Quels sont les 7 commandements d'un entrepreneur à succès comme vous? D'accord, donc je vais aller de façon très brève. C'est ce qui récapitule un peu tout ce que j'ai dit dans les questions précédentes. Donc, à mon avis, déjà, en premier lieu, il faut avoir une vision claire. Donc, la question de la vision que j'ai dit plusieurs fois, une vision claire. En deuxième lieu, il faut bien s'entourer. Donc, quand je dis bien s'entourer, il faut avoir les compétences qu'il faut. Il faut savoir aller vers les aînés qu'il faut. En troisième lieu, il faut apprendre continuellement. Parce que le monde, il va tellement vite qu'il faut continuer d'apprendre pour pouvoir rester compétitif. Et en quatrième lieu, être structuré, c'est très important. Même quand on est petit, il faut commencer. Lorsque vous voulez construire un R+10, si vous construisez et que vous avez juste les moyens d'un RDC, vous devez pouvoir dimensionner votre structure à supporter un R+10. Sinon, lorsque vous serez prêt à faire le R+10, vous serez obligé de démolir tout ce que vous avez fait et refaire la structure. Donc, vous allez perdre du temps. Donc, il faut être structuré même quand on est petit. En 5, je dirais de rester patient mais déterminé.
Parce que l'un des problèmes de la plupart des PME que nous sommes, des petites entreprises, c'est que tout de suite aujourd'hui, avec l'effet des réseaux sociaux, quand on voit par exemple, quand je vois peut-être quelqu'un qui a une entreprise présente dans 10 pays, j'ai envie de faire ça et je vais vite, je brûle les étapes et ça finit par rattraper. Donc, restez patient, mais déterminé, on sait où on va. En sixième lieu, je dirais de pouvoir mettre en place une trésorerie, une gestion de trésorerie adaptée à son ambition. Parce que moi, l'une des entreprises que j'ai eues et qui a eu d'énormes problèmes, c'était une entreprise où je confondais la trésorerie de l'entreprise à ma poche. Donc, il faut savoir gérer sa trésorerie, mettre en place les outils de gestion de trésorerie efficaces qui sont adaptés à l'ambition où on veut aller. Et en 7, la réputation est le capital premier d'un entrepreneur. C'est très important d'avoir une bonne réputation. Et lorsque vous avez une bonne réputation, vous avez le bon réseau qu'il faut. Et lorsque vous avez le bon réseau, vous avez toutes les clés que j'avais citées là qui peuvent vous permettre d'arriver à votre objectif. Merci. Alors, cette émission avec Etou, Otu et Dole tire à sa fin. Nous allons demander donc à notre invité comment changer d'échelle et s'exporter et faire impact. Bon, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je dirais, c'est très important parce que aujourd'hui, la ZLECAf était une notion. Aujourd'hui, c'est passé à une implémentation. C'est vrai qu'on est encore une étape précaire, mais ça va aller vite avec la digitalisation et l'IA qui sont en train de venir. Donc, il est important que les entreprises togolaises puissent être compétitives aussi parce que notre marché va être envahi par des entreprises étrangères. Il faudrait vraiment déjà qu'on soit compétitif sur notre territoire, mais il faudrait aussi mettre en place des programmes qui peuvent permettre aux entreprises togolaises de s'exporter. Déjà, à notre niveau, nous avons eu assez de difficultés quand nous sommes exportés dans certains pays. Et je crois que c'est le rôle, je le disais tantôt dans une discussion l'autre fois, le rôle de nos ambassades devrait être aussi ça. Lorsque un Togolais arrive dans un pays pour mettre en place sa structure, c'est de pouvoir de se rapprocher de son ambassade s'il y en a dans le pays, pour que cette ambassade déjà à un niveau 0, à un niveau 1, lui facilite l'accès à certaines informations, l'accès à certaines démarches et pourquoi pas avec des coups de fil faciliter certaines rencontres, entrer dans certains réseaux. Parce que nos ambassades ne devraient pas se limiter juste à l'établissement des cartes d'identité, etc. et des informations. On doit pouvoir utiliser ça comme système de relais et système d'appui pour nos entreprises qui s'exportent. Et lorsque on va dans un pays et qu'on peut avoir des informations qu'il faut, comme je le dis, l'information sur le pouvoir, on permet quand même à l'entreprise de faire une petite base pour commencer. Donc déjà, pour moi, c'est de demander au gouvernement de pouvoir mettre en place des outils qui permettent aux ambassades de pouvoir aider les entreprises qui s'exportent dans chaque pays où les ambassades sont installées. C'est ce que les Français font, c'est ce que les Chinois font, et pourquoi pas nous. Donc c'est un peu la recommandation que je peux avoir à ce niveau. Voilà, 90 54 39 07, 79 81 27 93 22 22 17 76. C'est le temps des auditeurs. Contactez-nous dès à présent pour mieux comprendre sur ce qui a été développé au cours de cette thématique. Et notre invité est là à votre disposition, M. Koyo Aïd Otu. Il est président, directeur général de Edole Africa. Et c'est une entreprise du BTP qui a participé à la rénovation du palais des congrès de Lomé. Et puis, il est surtout meilleur entrepreneur du Togo au cours de l'année 2023. Alors, le sujet qui a été, en tout cas qui est encore sur la table, c'est à cœur ouvert avec un entrepreneur à succès, les facteurs clés de succès d'une entreprise. Alors, je vois les mains des techniciens vers le combiné, c'est-à-dire que nous allons accueillir sûrement le premier auditeur. Voilà, auditeur, bonjour. Bonjour, cher animateur. Votre nom? Oui, c'est Mensa depuis Notien. Mensa nous appelle de Notien. On y va? Oui. Félicitations à votre invité.
Merci Il a beaucoup. fait beaucoup d'efforts et ça a porté de fruits. Déjà, le nom de sa structure démontre que Dole est Africa. Moi, ça m'a touché. J'aimerais assigner quelque chose qui fait un peu défaut, c'est-à-dire que quelquefois, ceux qui ont les moyens pour chercher des gens qui vont leur faire des travaux vont ailleurs pour chercher ceux-là. Alors que la compétence aussi est chez nous en Afrique. Je ne sais pas si l'étranger est moins cher par rapport aux locaux ou bien quoi. Donc ça aussi, ça fait un peu défaut. De deux, quand on lance un appel d'offres, quelquefois c'est la connaissance qui joue sur ça. Au lieu que la compétence joue, c'est la connaissance qui joue. Donc tout ça, si on met les yeux dedans, je pense que ça peut corriger un peu de choses pour que cela aille mieux. Félicitations à votre initiative. Et ces gens d'émissions vont corriger assez de choses dans le pays. Et je pense que on va vous écouter jusqu'à la fin. Merci merci aussi pour la finition. Merci. Merci beaucoup. Voilà, vous l'avez suivi. Il demande si le fait de chercher des entreprises à l'international, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas au Togo, et il demande également l'avis des appels d'offres. Ce sont des relations qui jouent. Donc, je pense que... Ah, il y a un autre auditeur. L'auditeur, bonjour. Bonjour, Votre nom? monsieur Cha, Monsieur Cha, de le Basito. Legbasito. On y va. J'aimerais savoir qui on appelle président et directeur à la fois Mhm. dans la société. Mhm. C'est tout? Ah non, j'ai janvier. Je vous remercie beaucoup parce que chez nous au Togo, Mhm. il y a plusieurs entreprises qui s'ouvrent. Mhm. Comme l'avant-hier, on est parlé de mais vous verrez que après quelques jours, qui sont recrutés, commencent à démissionner parce que on fixe demain, c'est 45 000. Vous savez, quelqu'un qui est venu, après, on coupe qu'il est. C'est ce que tout notre pays. Car le président fort ouvre des sociétés, il n'a qu'à prendre des mesures pour que les jeunes, le peu qu'ils gagnent, quelqu'un ne gagne pas sur eux. C'est ça le problème du Togolais. Quand on met une société en place, vous voulez que les barons là viennent, ils cassent et disent qu'après c'est 80 000, demain c'est 60 000. Que quelqu'un en haut, il prend 5 000, quelqu'un prend jusqu'à en bas, ici, quelqu'un qui a l'espace pour aller, qui a aller-retour là. Il calcule tout, il démissionne. Ça, je vous demande plus beaucoup. C'est ça qu'il faut pour les Togolais, pour que le minimum là, qu'on puisse vivre. Voilà. Ce sera tout. Aussi, oui, ça vient fort. Il y a des sociétés en place. Quand on dit qu'il y a un problème, l'État n'intervient pas. Il laisse le problème, après on renvoie les gens comme ils veulent. Or, nous sommes chez nous au Togo. Quand on renvoie dans une société, tu vas aller où? Or, c'est une revendication qui est très vraie parce que vous avez vu qu'il y a des gens qui se plantent en haut, après tout, ils vous coupent vos choses, quand vous commencez à parler, et ils ne veulent pas venir à notre intervention. Je voudrais que vraiment cet homme qui est placé, vraiment je suis content d'écouter, mais il faut beaucoup de choses qu'on corrige pour que le Togolais, peu qu'il gagne, ça va pour lui. Merci. Voilà, merci M. Tia qui nous a appelé de Legbasito dans le Grand Lomé. Alors, nous avons déjà 2 auditeurs et 2 questions ou 3 questions. Voilà, et vous les avez suivis? Oui, je crois que j'ai suivi. Merci beaucoup. Pour la première personne, je pense que sa question était
Vous pouvez me rappeler s'il vous Oui, plaît? Vincent de Nocher demande pourquoi on privilégie les étrangers dans l'exécution de certains travaux. Et puis, il demande pourquoi les relations sont primordiales dans les appels d'offres. Bon, je pense que, comme j'ai eu à le dire tantôt, il y a un effort qui est en train d'être fait déjà au niveau de tout ce qui est commande publique. Et aujourd'hui, il y a la COP qui est là pour pouvoir faire tout ce qui est régulation. Les marchés publics. Les marchés publics, je crois que nous sommes encore loin d'être parfaits. Mais un effort est fait et le problème que nous avons généralement chez nous, c'est qu'on pense que c'est l'État qui doit tout régler et on n'a pas l'information qu'il faut. Je parlais encore hier avec un entrepreneur sur un cas personnel où en 2019, j'ai perdu beaucoup d'argent dans la privatisation d'une société d'État qui a refusé de me payer. Et hier, je discutais encore avec cet entrepreneur qui me disait « Ah, tu es allé vers l'État parce que tu n'as pas trouvé de solution parce que tu es allé vers l'État. L'État a autre chose à faire. » Après, moi, j'étais à l'époque, il était aussi dans le cas, il est parti à la justice. Il m'a dit « Mais moi, j'ai été payé, j'ai gagné cette société. La justice a tranché, j'ai gagné. » Donc, je pense que parfois, on n'a pas les informations qu'il faut. Lorsqu'on connaît ses droits, il faut savoir les revendiquer. Vous avez c'est parlé très important. de la formation à l'information. Justement. Donc, Voilà. il y a la problématique de la formation et de l'information qui se pose encore. Donc, c'est de savoir qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je dois aller pour me plaindre. Donc, lorsqu'on va au bon endroit, je pense qu'on finit pas toujours trouver gain de cause. Voilà. Maintenant, sur la question des connaissances, je crois que ça se pose un peu partout. Hein. On prend l'exemple de Donald Trump qui est venu au pouvoir aux États-Unis, dans le pays qui est appelé l'un des pays, sinon le pays le plus démocratique au monde. Donald Trump, il est revenu avec son équipe. Il a balayé toute l'équipe de son prédécesseur. Joe Biden. Voilà, et puis il a mis, on a vu qu'il a ramené le milliardaire le premier au monde, Elon Musk. Et il a fait son gouvernement. Donc je pense que il y a la problématique, il y a la question de qui tu connais qui et qui sait faire quoi qui se pose. Donc la connaissance un peu partout ça se fait, mais faudrait pas quand même que on privilégie la question de la connaissance à la compétence et à la performance. C'est peut-être ce côté qu'il faut aussi que l'État mette encore en place des mécanismes pour améliorer ce côté. Alors, Tcha de l'Église demande qui appelle-t-on président et directeur à la fois dans une entreprise? Bon, il y a souvent usurpation d'expression qu'on fait. Je pense que déjà, on est PDG dans une société à société anonyme ou bien une SAS. Quand on n'est pas SAS ou bien SA, on ne parle pas de PDG, on parle de gérant, on parle de directeur général. Ouais. Et maintenant, quand on est une SAS ou bien une SA, on parle de PDG parce qu'on cumule à la fois la fonction de président du groupe et aussi de directeur général. Sinon, dans d'autres entreprises SA, on peut avoir le président du conseil d'administration qui est différent et on peut avoir le directeur général. Donc, dans ce cas, le directeur général rencontre au président. Mais dans la majorité des entreprises SA et SAS, il y a le premier responsable dirigeant qui cumule le rôle de président du groupe et directeur général, donc en tout cas qu'on appelle PDG, comme je le fais aujourd'hui. Voilà. En tout cas, M. Tcha aura plus de détails dans nos prochaines émissions. Et il y a un patron, M. Tounouvi, qui a expliqué tout ça. Et il a même proposé les types d'entreprises à créer, si vous voulez le faire, pour soit minimiser les frais ou en tout cas, en tant que débutant, il y a des conduites à tenir pour réussir, surtout à l'international. Et donc, l'émission continue. Nous avons encore du temps et les auditeurs peuvent contacter le 90 54 39 07, le 79 81 27 93, le 22 22 17 116. Ils peuvent donc poser des questions, apporter des contributions ou faire des témoignages. Et notre invité a pour nom M. Koyo Aïdotou. Il est président, directeur général de Edol Africa. Il a donc participé à la rénovation du palais des congrès de Lomé, c'est-à-dire qu'il est dans les BTP, bâtiments et travaux publics. Alors, nous l'avons invité pour savoir ce qu'un entrepreneur à succès peut partager avec nous, c'est-à-dire les facteurs clés de succès d'une entreprise. Alors, vous avez suivi son exposé liminaire. Maintenant, la parole vous est donnée d'appeler et d'apporter votre contribution, poser des questions
pour mieux comprendre et réussir votre entreprise partout où vous êtes sur le territoire togolais. Alors, si vous n'avez pas de questions, peut-être que nous, on en a, hein, on peut vous poser. Alors, mais je vois la main vers le combiné, c'est-à-dire qu'il y a un auditeur. L'auditeur, bonjour. Bonjour. Oui, je reviens comme M. Tchar. Oui. Parce qu'on ne m'a pas encore répondu à mes questions posées. Je dis, pourquoi dans un pays, quand une société vient, on fixe un salaire. Après 2-4 jours, vous verrez que quelqu'un est venu placer que c'est plus ça que ça devient tout est ça. Pourquoi? Et je voudrais demander le président directeur, est-ce que celui qui a créé la société qui puisse nommer le directeur ou bien quelqu'un qui peut créer la société, nommer quelqu'un à la place et que personne ne peut intervenir, qui peut renvoyer les gens comme il veut? Pourquoi il faut avoir le conseil d'administration et pourquoi l'accumuler pour que le seul il est seul pour envoyer les politiques qui parlent et une personne n'intervient pas. Voilà. Merci. Merci. Donc, on va vous revenir par rapport à votre retour. Alors, vous l'avez suivi? Oui, en fait, je pense que aujourd'hui, je crois que M. Tcha, il fait beaucoup plus allusion à des entreprises étrangères, je crois, qui sont installées peut-être sur la zone industrielle PIA. Et oui, c'est un peu dommage qu'il y ait des cas comme ça. Aujourd'hui, chez nous, on met l'humain au centre de nos préoccupations. C'est pour ça d'ailleurs que nous, tous nos ouvriers, tous nos soldats, d'abord, ce ne sont pas nos ouvriers, ce sont nos warriors, comme on les appelle, ce sont nos soldats. Et c'est des gens qui sont forcément déclarés à la CNSS, qui sont couverts par une assurance maladie et tout. Et nous faisons du mieux qu'on peut pour pouvoir les mettre à l'abri. Et nous, quand nous sommes venus sur le territoire, sur le secteur, nous avons dit ce n'est pas que de créer de l'emploi, mais c'est de créer des emplois décents. Et pour nous, l'épanouissement du warriors, de l'ouvrier est très important. Mais non, si je vais dévier un peu pour aller sur sa problématique qu'il énonce. La nomination des DG. Oui, je pense que, bon, ce n'est pas parce qu'on concentre tous les pouvoirs qu'on peut se lever et renvoyer tout le monde. Quand on parle de conseil d'administration, ce n'est pas une seule personne. On peut être président d'un conseil d'administration et proposer des choses ou bien vouloir faire des choses qui ne passent pas. C'est plusieurs personnes qui sont rassemblées. Et je pense qu'il y a toujours la problématique de l'information qui se pose. Quand on ne sait pas où revendiquer son droit, on peut être sujet on peut être victime de beaucoup de choses. Voilà. Et je crois que il y a les inspections de travail qui sont un peu partout dans nos communautés. D'abord, à la phase contractualisation, comment est-ce que les contrats sont ficelés? Si vous venez qu'on vous donne un contrat, vous signez sans lire, vous êtes victime. Donc il faut faire lire le contrat, chaque contrat par un juriste. Chacun a un juriste dans sa famille d'une façon ou d'une autre, un juriste qui vous dit ici ce n'est pas bon, il ne faut pas signer, ici c'est bon. Et après au-delà, lorsque le contrat il est bien ficelé et qu'on vous renvoie, un PDG se permet de vous renvoyer et que vous allez à l'inspection de travail, vous allez forcément avoir gain de cause. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. L'auditeur, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Votre nom? C'est BKMC depuis Sokode. BKMC nous appelle de Sokode. On y va? Je vous remercie pour l'émission. Merci. Merci pour l'invité pour son explication. Et la plupart, ce qui nous tue au Togo, c'est parce qu'on est trop dans l'ignorance. Ce qu'il est en train d'expliquer, c'est quelque chose qui est technique. Donc quand tu n'es pas dans le domaine, quand tu ne vois pas l'information, tu ne peux pas le connaître. Mais la réalité sur le terrain, c'est quoi? Je pense que la question du monsieur qui pose cette question, tel que votre invité l'a dit, c'est par rapport aux sociétés qui ont été, comment l'appelle-t-on, contractualisées. Ouais. C'est ça, l'employé qui est là n'a pas été concerné. On a pris la décision sans lui. Donc il ne fait que subir. C'est ça notre cas. Maintenant, de l'autre côté, par exemple, c'est nos autorités qui ne nous encouragent pas. Vous voyez une entreprise qui arrive et qui propose des salaires aux gens. L'entreprise dit, moi j'ai besoin peut-être d'un chauffeur et que son salaire par mois c'est 200 000 francs. Mais nous avons des responsables de nos autorités qui disent non, 200 000 francs c'est trop élevé pour un chauffeur. Est-ce que l'argent là viendra de l'État? Non.
Pourquoi maintenant refuser ce salaire-là à une entreprise qui décide de ce salaire de payer un chauffeur ou un agent de sécurité à 150 000 à 200 000 francs? Donc, c'est ça aussi la part de l'État chez nous ici. Le second plan, c'est quoi? Vous avez décidé de créer une entreprise. Vous n'êtes pas encore, c'est-à-dire, vous n'avez pas encore créé l'entreprise, mais on vous dit, dès que vous créez l'entreprise, vous allez au niveau de l'OTR pour faire les formalités, on vous demande déjà, après l'année, ce que vous devez payer. On nous fait le bilan des entreprises qui ont été créées, mais est-ce qu'une fois le gouvernement prend soin de recenser les entreprises qui ont été fermées? On nous dit toujours on a créé des entreprises, on a créé des entreprises, mais quelles sont les entreprises qui survivent? C'est ça notre problème. Pourquoi les entreprises là n'ont pas survécu? Et la plupart, j'expliquais ça la dernière fois quelque part à certains jeunes. C'est quoi? Moi, j'ai créé une entreprise que j'appelle Abdoul. Mais lorsque je ne peux pas payer les taxes, je veux faire faillite. J'ai créé une entreprise que je vais appeler Rachid. Je suis la même personne. Mais comme je ne suis pas allé déclarer que l'entreprise a été fermée, je suis là et puis on continue par comptabiliser que oui, il y a tel nombre d'entreprises qui ont été créées. Ah oui, évidemment. Si vous ouvrez un compte bancaire, vous ne le fermez pas, les agios se poursuivent. Vous poursuivez. C'est ça, c'est pourquoi je dis qu'il y a des choses qui sont techniques. Et quand le gouvernement est au courant de la chose, c'est à lui, ça devient de sa responsabilité de former les gens. Quelqu'un qui vient pour créer une entreprise, vous le demandez quelle est sa capacité, sa compétence. S'il ne connaît pas, ça dit que vous le formez. Je dis quelqu'un va pour prendre un crédit dans une microfinance, on lui demande à savoir s'il maîtrise les finances, s'il a fait une étude financière. S'il ne l'a pas fait, l'obligation est tenue à l'institution de le former. Mais c'est ce qui ne se fait pas chez nous au Togo ici. C'est ça que moi je plains. Maintenant par rapport au faillage, moi qui parle aujourd'hui, moi je suis victime de la chose. Je veux créer une entreprise, je dis ce que je veux faire, on me dit que non, ce n'est pas réalisable au Togo. Que qui va acheter ma marchandise? Moi je suis un producteur et je dis je veux produire bio, c'est-à-dire production agroécologique. Ça, ce que je dis, c'était depuis 2014-2015. Voilà. On me dit que ce n'est pas réalisable. On a amené un Tunisien qui a suivi mon dossier et me dit que non, mon projet est bancable. Le projet arrive, on m'appelle, on me dit non, de changer, d'aller dans la production conventionnelle. Est-ce que c'est eux qui ont élaboré mon projet? Donc, plusieurs sont victimes de la chose. Il y a certains qui ont été formés, ils ont été financés, mais ils n'ont jamais vu l'argent. Après, on les appelle qu'on veut faire le suivi. Monsieur Bekemsi, oui. Nous pensons que nous sommes au terme de notre rendez-vous. Merci beaucoup. C'est ce qui est en révoltant. Je vous remercie. Merci. Merci pour ce témoignage de Bekemsi. Il n'a pas posé de questions, il a fait des contributions. Alors, l'invité, je pense que tout est fini. Et Radio Lemay voudrait vous remercier pour votre disponibilité. Tout le plaisir est pour moi d'avoir été invité à cette émission, à cette belle émission que je félicite d'ailleurs. Et merci aussi aux éditeurs qui ont appelé, ceux qui n'ont pas pu appeler. Et on reste disponible dans la mesure du possible pour apporter notre contribution pour l'évolution de notre cher pays. Voilà, c'était Kodjo Aïd Otou. Il est président, directeur général Edole Africa. Nous l'avons invité sur ce sujet à cœur ouvert avec un entrepreneur à succès, les facteurs clés de succès d'une entreprise. Merci pour votre aimable fidélité à la mère des radios et rendez-vous dans nos très prochaines émissions. Ce que je sais, c'est tous les vendredis entre 10h05 et 11h. Rediffusion la nuit de dimanche à lundi à 0h05.